Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de vous annoncer cette présentation à la chasse au Sigfox, la sécurité du réseau sans fil pour l'Internet des objets. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu du travail de Florian. Il y a quelque temps, il y a eu un article dans un journal allemand en ligne, et il a ce qui s'appelait le Furby de l'enfer. Il a hacké un Furby et on pouvait voir des sorties bizarres sur les yeux d'un Furby, et la vidéo était très dérangeante. Et la personne qui a fait cette présentation, c'était exactement Florian, justement. Aujourd'hui, il va donc nous parler de Sigfox. Ce n'est pas un autre jouet, mais c'est un réseau pour l'Internet des objets. Et comme à chaque fois avec le monde de l'Internet des objets, il y a des problèmes de sécurité. Alors, écoutons Florian nous parler de la sécurité de l'Internet des objets, et merci de l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Cette présentation sera spécialisée. S'attend que vous connaissiez un petit peu des choses en technique, mais pas forcément sur la partie radio sans fil. On va commencer par une introduction sur des choses basiques sur Sigfox et la radio sans fil, et après ça on va faire une analyse du protocole et de la sécurité du protocole Sigfox. La chose la plus importante d'abord, je n'ai rien trouvé de sérieux comme vulnérabilité dans le protocole Sigfox, mais il y a des points faibles qui sont vraiment importants et il faut en être conscient si vous pensez l'utiliser dans vos propres applications. Mais je vais me présenter d'abord. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire à propos de moi. Je vous montre du coup cette photo minimaliste. Je ne vous montre pas cette photo parce que je pense que j'ai l'air fabuleux dessus, mais parce que je pense que cette vache a l'air incroyable. Mais ce n'est pas n'importe quelle vache, c'est Alice la vache. Et comme vous pouvez voir, elle a une super vie. Elle vit quelque part dans la montagne. Il y a seulement un petit problème avec elle, mais elle aime se balader, ces petits problèmes. Et elle aime partir à l'aventure et laisser le reste du troupeau. Et Bob, le fermier, n'aime pas trop ça. Mais il a récemment entendu parler d'un truc qui s'appelle l'IoT, donc l'Internet des objets, et il pense que l'Internet des objets va résoudre tous ses problèmes. Alors, il a acheté ce collier ici pour Alice. Ce collier fait quelques trucs. Tout d'abord, il détermine la position d'Alice par GPS. Il mesure aussi la température de son corps, et ensuite il transmet cette information jusqu'à Bob. C'est ce qu'on veut faire ici. Il y a juste un petit problème. Comment est-ce qu'on envoie cette information de Alice à Bob? Traditionnellement, dans le monde de l'Internet d'objets, il y avait deux options qui étaient utilisées. La première, c'était du Wi-Fi, et la deuxième, c'était des réseaux cellulaires, des réseaux mobiles. Le Wi-Fi ne peut pas fonctionner ici parce qu'on ne peut pas couvrir toute la campagne avec du Wi-Fi. Il n'y a juste pas assez de portée. Les réseaux mobiles pourraient fonctionner théoriquement, mais ils sont vraiment chers et ils ont besoin de beaucoup d'énergie en fait. Donc il faut changer la batterie assez souvent. Mais heureusement, de nos jours, il y a une troisième option et c'est le LP WAN, ce qui veut dire les réseaux à large air qui utilisent peu d'énergie. Et ça résout les trois problèmes. Comment est-ce possible? Pourquoi est-ce qu'on a seulement découvert le LP WAN récemment? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait préalablement? Quels sont les compromis qui ont été faits ici? Donc pour comprendre les compromis que les réseaux LP font, il faut qu'on regarde le spectre électromagnétique. Donc voici à quoi ressemble le spectre électromagnétique d'un signal Wi-Fi ressemble. Comme vous pouvez voir, c'est assez large comme bande et il y a des petits frémisses en haut. Et ça c'est du bruit et on n'aime pas le bruit nous. Pour pouvoir trouver la puissance qui est contenue à l'intérieur de ces transmissions, il faut qu'on regarde la zone en dessous de la courbe. Donc ça, c'est la puissance du signal. C'est 20 MHz en moyenne, typiquement. Et la partie rouge au-dessus, ça c'est le bruit. Et ça, c'est ce dont on ne veut pas. Donc qu'est-ce qui fait la bande passante? Ce n'est pas c'est le rapport entre les deux. C'est le rapport entre le SNR, le rapport entre le bruit et le signal.
Si vous regardez entre le bleu et le rouge, vous pouvez voir que le carré rouge est très grand par rapport au carré rouge, au carré bleu, pardon. Donc ça veut dire que notre rapport bruit à signal est très mauvais. La solution ici est évidente quand on la connaît. C'est juste, on concentre le signal dans une bande très restreinte. De toute façon, on a juste un tout petit peu cette petite excroissance là, qui est le bruit, et maintenant notre rapport de bruit à signal est bien meilleur. Et concentrer le signal comme ça sur une très petite bande, c'est ce qu'on appelle les bandes à très courte bande passante, et le Sigfox est une de ces technologies. Donc si la solution est aussi simple, pourquoi on ne concentre pas toujours la bande passante dans le signal? Parce qu'on a besoin de bande passante et parce que ça fait un peu partie de notre langage. Quand on parle de bande passante, de beaucoup de bandes passantes, on a l'impression que c'est rapide, alors que quand on parle de quelque chose sur une bande de fréquence très étroite, on pense que c'est très lent. Ici, vous voyez la configuration Sigfox sur la gauche et un modem classique sur la droite. Donc on voit qu'il n'y a que très peu de bandes passantes sur le Sigfox. Et la bande passante, autant en émission qu'en réception, est relativement faible. Il faut oublier tout ce que vous savez sur les protocoles Internet. Il n'y a pas d'IP, pas de DNS, pas de HTTP. C'est quelque chose de complètement séparé. Il n'y a même pas de mise en relation. Quand ça envoie des données, ça envoie juste des données. Donc, un appareil Sigfox dort toute la journée jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Par exemple un bouton ou des choses comme ça. Et ça envoie juste les données. Et s'il y a des antennes dans le coin qui reçoivent l'information, c'est envoyé là où on en a besoin de le garder. C'est relativement cool. Et ça marche bien quand on a un seul appareil. Mais comment est-ce que ça peut fonctionner avec 10 ou 100 appareils? Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il n'y ait pas de collision entre les différents appareils qui font des émissions? Donc de temps en temps ça arrive qu'il y ait des collisions, mais il faut regarder les fréquences auxquelles Sigfox fonctionne. Et les appareils Sigfox choisissent d'abord une fréquence pour leur émission au hasard, et la probabilité que de plusieurs appareils choisissent la même fréquence est très faible. Donc Sigfox n'est pas utilisé que pour les vaches, mais aussi pour beaucoup d'autres choses. Donc par exemple l'industrie 4.0, Smart City, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est probablement ce qui a aidé Sigfox à lever 250 millions d'euros dans les dernières années. Vous voyez sur la gauche une carte de couverture. Et ce qui est relativement cool, c'est que ça utilise une fréquence qui est libre d'utilisation. Donc c'est très peu cher à mettre en œuvre. Le problème de Sigfox, c'est que c'est complètement propriétaire. Donc on n'a aucune idée si c'est sécurisé ou ce qui se passe sur le protocole. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur ce TOC. Donc Sigfox n'est pas la seule technologie sans fil, hein. Il y en a de la longue distance, il y en a d'autres. Voici d'autres noms que vous pouvez voir sur l'écran. Mais pour être honnête, ces trois-là, je pense que ce sont ceux de ceux dont vous devriez vous souvenir. Voilà tout ce que j'allais dire à propos de la technologie, de la base de la technologie Sigfox. On va repasser maintenant sur quelques bases sur les communications sans fil. Alors l'idée de base, c'est que je veux transmettre de l'information sans utiliser des fils. Et pour ce faire,
il faut que j'envoie une onde électromagnétique. Voici à quoi l'onde électromagnétique ressemble. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'information là. Pour l'instant, il n'y a aucune information, il va falloir qu'on mette de l'information dessus. C'est ce qu'on appelle la modulation, c'est le processus de modulation. Il y a différentes façons de faire de la modulation. On peut moduler la phase. Alors, ça veut dire, quand on module la phase, dès que la phase change de 180 degrés, c'est un 1, et quand la phase reste la même, c'est 0. Donc c'est un type spécifique de modulation de phase qu'utilise Sigfox. On peut voir une espèce de petit genou là, dans la modulation, si je ne m'abuse. Il y a aussi la modulation de fréquence qui existe. Vous connaissez probablement par la voiture, dans la radio dans votre voiture, qui utilise la FM, donc Frequency Modulation, une modulation de fréquence. Ça veut juste dire qu'en fait, on augmente la fréquence un petit peu plus, c'est un 1, et quand la fréquence est un peu plus lente, c'est un 0. C'est ce qu'utilise votre autoradio, mais dans une version analogique, mais c'est très similaire. Bon. Donc commençons maintenant par le Plink, donc l'envoi de données de Sigfox. J'aimerais remercier ici Paul Pinault, qui avait déjà fait du reverse engineering de l'ingénierie d'un rebours de base du protocole Sigfox. Il a publié sur son blog, et ça m'a vraiment aidé à me lancer dans cette analyse. Donc pour analyser le protocole Sigfox par moi-même, d'abord je voulais enregistrer des trames Sigfox. Donc j'en ai récupéré 2. Donc j'ai récupéré le SciPy et l'autre un kit de développement de ST Microelectronics. Et j'avais aussi un Software Defined Radio, donc du logiciel qui me permettait, du hardware et du logiciel qui me permettait d'enregistrer d'enregistrer comme une espèce de micro qui permet d'enregistrer au lieu du son, mais d'enregistrer tout le spectre électromagnétique, ou une grosse partie en tout cas. Donc on peut s'en servir pour enregistrer des ondes électromagnétiques dans quelque chose qui ressemble beaucoup à un fichier audio. Et je vais vous faire écouter, j'aimerais que vous en entendiez un, et j'aimerais que vous sachiez que ça va être en temps réel. Et c'est juste une seule information que je vous passe. Alors la partie intéressante ici, c'est que même si je transmettais qu'une seule information, on avait 3 envois à différentes fréquences, visiblement. Alors je voulais comprendre c'est quoi la relation entre ces différents envois Sigfox. Et pour comprendre ça, il a fallu que je les démodule. Donc il a fallu que je sais que les envois Sigfox utilisent du DBBSK, qui est un type spécial de modulation de phase dont je vous ai parlé. Et donc en utilisant cette information, j'ai pu écrire un démodulateur qui nous sort une représentation hexadécimale du signal de sortie Sigfox. Et voilà ce à quoi ça ressemble. Donc je les ai coloriés en différentes couleurs pour que ce soit plus simple à voir. Alors regardons ça de plus près. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors ce qu'ils ont en commun, c'est ce préfixe, mais tout le reste a l'air d'être différent. Il a l'air de pas du tout corréler entre eux. C'est ce que je pensais de prime abord, mais en fait, il se trouve que c'est un code convolutionné, avec des convolutions, je ne connais pas le terme. C'est un code qui est varié, donc vous ne savez peut-être pas. En tout cas, voilà, on va regarder ce que c'est. Ça veut dire, en tout cas, que je prends une entrée non codée, qui est la partie rouge, et que la fais passer dans ce diagramme qui est schématiquement ici, placé là, un modificateur de phase, je pense. Et de l'autre côté sort la version modifiée, la version encodée. Ce qui veut dire que la première, la deuxième et la troisième, en fait, ont la même information, exactement. Mais donc pourquoi est-ce qu'elle est envoyée 3 fois, cette information? Le terme technique pour ça, c'est du gain de codage. C'est juste une façon un peu évoluée de dire ça nous permet de corriger des erreurs de transmission, des erreurs de bits, si jamais il y en a dans la transmission, dans l'envoi de données. Mais pour continuer, il faut que je me concentre sur cette première transmission, celle qui n'est pas encodée. Et je peux ignorer les 2 autres, puisque de toute façon c'est la même information, mais qui a été encodée différemment. Alors, évidemment, j'en ai capturé quelques-unes de ces transmissions. Et elles ont toujours la même information contenue à l'intérieur. Comme ça nous facilite la vie pour retrouver comprendre comment ça marche.
Le, le plus important pour comprendre les protocoles comme ça, c'est de continuer à regarder du hexadécimal très longtemps jusqu'à ce que vous voyez émerger des motifs. Et je crois que même vous pouvez commencer à en voir apparaître aussi. Donc là, il y a le préfixe, il y a les en-têtes, il y a un numéro de séquence. C'est assez facile à voir puisque le numéro incrémente après chaque transmission. Après, ça, c'est l'identifiant de l'objet en lui-même. Donc ça, c'est un identifiant unique à chaque objet Sigfox. Et ça nous montre donc que ça venait bien d'Alice et pas d'une autre vache ou d'un autre objet. Et vous voyez, ça, voilà le payload, donc l'information de même, et on pouvait voir que c'est pas chiffré. Donc, alors du coup, c'est pas vraiment un problème parce que c'est prévu dans le protocole, dans le papier blanc. C'est effectivement prévu que ça soit envoyé dans les airs sans chiffrement. Donc c'est bizarre, mais c'est pas vraiment un problème tant que c'est documenté. Mais après avoir regardé ces trames pendant un certain temps, j'ai déterminé cette apparence générale. Donc ce n'est pas la peine de lire tout le papier et de retenir toutes les parties de la trame. Je vais vous montrer les parties importantes. Chaque fois qu'on reçoit une trame de Alice, ce qu'elle nous dit, donc ce qu'elle est en train de faire, le payload, l'identifiant de l'appareil, que c'est Alice, et d'autres choses. Donc les deux choses importantes et intéressantes, c'est le CRC16 et l'autre chose intéressante, c'est le MAC. Donc si vous faites de l'informatique, le CRC, a priori, vous savez à quoi ça sert. C'est une somme pour s'assurer que la trame a bien été transmise et reçue correctement. Le MAC est la partie la plus intéressante. Ce MAC, ce n'est pas pour l'ordinateur Mac, ce n'est pas non plus pour une adresse Ethernet Mac, mais c'est l'identifiant, l'authentifiant du message. Donc, c'est quelque chose qui ressemble à des signatures électroniques, par exemple PGP et des choses comme ça. La grosse différence, c'est que dans le cas de Sigfox, c'est une encryption symétrique et pas une encryption asymétrique comme dans PGP ou des choses comme ça. Cette dia n'est pas très importante. Le point important, c'est l'algorithme du MAC. Donc, j'ai déjà toutes les parties, j'ai le message, mais je n'avais pas encore la clé. D'abord, j'ai pensé que ce ne serait pas possible d'avoir la clé d'un appareil Sigfox, parce que dans la vidéo du produit Sigfox, ils disent que la clé secrète est dans une mémoire qu'il n'est pas possible de relire dans l'appareil. Mais la première fois, quand j'ai donc branché mon SciPy, il m'a demandé si je voulais faire la mise à jour du firmware. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai accepté, je l'ai récupéré. Et donc on a pu récupérer du code dedans. Et dedans, il y avait la clé secrète qu'on n'était pas censé pouvoir obtenir. Donc en fait, elle était en texte simple dans la mémoire flash. Mais vous allez peut-être me dire, c'est pas vraiment un problème. Ça veut dire qu'il faut avoir un accès physique à l'objet pour pouvoir obtenir la clé secrète. Mais j'aurais demandé quand même à Sigfox, j'aurais parlé de ce problème, et leur réponse c'était oui, ils ont des solutions pour ça, où la clé n'est pas stockée en texte simple, mais ça coûte plus cher, et la majorité des fabricants font le choix de ne pas s'en servir. Donc PyCom n'avait pas fait le choix d'utiliser cette puce sécurisée. Et donc du coup, maintenant, j'avais la clé, donc j'ai pu deviner l'algorithme qui était utilisé pour calculer la MAC. Et certains d'entre vous connaissent déjà ceci, probablement, c'est du CBC MAC. Donc c'est un mode de chiffrement enchaîné qui permet d'arriver à une MAC. Et ce qu'on fait rentrer dans cet algorithme, c'est plusieurs choses, donc le device ID. Donc ça devrait ressembler à ça.
Donc regardons la sécurité du mode d'envoi. Donc c'est plutôt pas trop mal, à premier regard. Ça utilise l'algorithme bien connu du CBC MAC. CBC MAC est aussi utilisé dans le Wi-Fi, donc c'est bien testé quand même. Je n'ai pas vu de vulnérabilité, d'erreur dans l'implémentation de base, enfin en tout cas évidente, donc c'était bien. Par contre, un problème, c'est qu'il n'y a pas de confidentialité sur l'information qui est envoyée. Bon, c'est prévu dans le protocole, mais pourquoi? Je me suis demandé pourquoi on va faire ça, surtout en 2018 ou en tout cas il y a quelques années, pourquoi ne pas faire un protocole qui prévoit le chiffrement? Et la réponse était qu'ils offrent une solution chiffrée, mais la majorité des fabricants ne veulent pas s'en servir, mais en fait, parce que ça prend de l'énergie, et la majorité des gens ne veulent pas s'en servir parce que ça va utiliser plus la batterie, et quand on veut essayer d'avoir une batterie qui dure le plus longtemps possible, on essaie de la maximiser, et du coup, les gens préfèrent ne pas utiliser le chiffrement à ce niveau-là. C'est pas vraiment un vrai problème à mon sens. Le vrai problème, à mon avis, c'est plutôt ces deux-là. La MAC est beaucoup trop courte et le numéro de séquence est beaucoup trop court. Et ça permet de faire des attaques en brute force et en relecture, en replay, très simple. Donc regardons d'abord l'attaque en brute force et puis après ça, le scénario idéal. Voilà, un monde idéal. Voilà, Alice qui transmet un peu de l'information, des trames. Maintenant, quand elle transmet cette information, elle envoie également donc cette MAC. Et dans le pire cas possible, la MAC ne fait que 16 bits de long, ça fait 65 000 possibilités. C'est très limité finalement. Donc l'idée, ça serait d'en essayer une après l'autre. Et ça, c'est du brute force, c'est les essayer juste dans l'ordre. Avec la majorité des protocoles, ça ne fonctionne pas vraiment parce que ça prend vraiment longtemps. Mais quel est le pire cas ici? Mais si on fait les maths, ça peut prendre moins de 4 heures. Donc c'est pas génial. Et vous vous souvenez au début, je vous ai dit le fait de multiplexer les fréquences et d'envoyer des envois en parallèle qui peuvent coexister. On peut même faire ça également pour notre attaque. Donc en fait, on peut multiplier les fréquences d'attaque. On peut pas en envoyer que 4, mais on peut en envoyer 300 à la fois. Et dans ces cas-là, on prend plus de quelques heures, mais on parle de minutes en fait, plus d'heures. Ça, c'est pas bon. Donc j'en aurais parlé, j'aurais dit la MAC peut être brute forcée. Oui, ils le savent, mais 16 bits, mais ils ont prévu des blacklists. Mais j'ai pas été capable de confirmer cette information parce que je n'avais que des kits de développement. Et ils disent que les kits de développement sont exempts de ces limites. Donc je n'ai pas pu tester. C'est très bien s'ils ont fait cette liste noire. Mais maintenant, en tout cas, on a un conflit entre deux buts de la sécurité. Un, c'est protéger l'authenticité et l'autre, c'est protéger la disponibilité. Donc on ne va pas avoir de disponibilité si on utilise Sigfox. Mais de l'autre côté, si vous voulez la disponibilité parfaite, mais c'est peut-être pas le mieux d'utiliser un système sans fil dans ces cas-là de base. L'autre possibilité, c'est une attaque de replay. Donc on capture un envoi depuis Alice et à un moment plus tard dans le temps, c'est nous qui le renvoyons on renvoie à la tour de Sigfox et normalement ça ne devrait pas être accepté. Normalement le numéro de séquence devrait être une protection contre la relecture, mais le problème c'est que chez Sigfox ce numéro est très court, donc au bout d'un moment ça va revenir à zéro, la pile va se remplir et ça va repartir de l'autre côté, et donc ça prend moins de 30 jours d'après mes calculs. Donc je leur ai parlé de ça également et leur réponse était oui, mais s'ils ont choisi leur mode chiffré, leur mode donc qui fait également le chiffrement de l'information. Donc on aura un numéro de séquence de 20 bits. Et donc il vaut mieux utiliser ça si on ne veut pas avoir des attaques de relecture. Donc dans l'ensemble, Alice sera tranquille. Si tout ce que vous voulez faire, c'est suivre des vaches, vous ne devriez pas avoir de problème avec le protocole Sigfox normal sans la partie chiffrement. Tant que vous n'avez pas besoin de confidentialité et d'authentification parfaite. Mais de l'autre part, si vous avez un système de sécurité où vous suivez des choses qui ont de la valeur, vous avez besoin de ces deux choses-là, de l'authenticité et de la confidentialité. Oui, vous devriez probablement rajouter des vérifications ou utiliser la solution chiffrée de Sigfox. Donc rapidement pour la réception de données sur les appareils Sigfox, ça va être relativement court parce que le protocole pour la réception est relativement simple.
Donc, je vous avais dit que les appareils Sigfox dorment toute la journée. Donc, les tours ne peuvent pas envoyer d'informations directement. Il faut que les appareils Sigfox demandent à recevoir de l'information et qu'à partir de ce moment-là, la tour et Sigfox décident de qui va envoyer l'information à l'appareil Sigfox. Donc, la première difficulté était de trouver une station de base pour Sigfox. Donc, un ami à moi m'avait dit qu'il y avait une antenne à Grafenberg, en Allemagne, et il se trouve que c'est une antenne Sigfox. Si vous voulez trouver une antenne Sigfox vous-même, vous pouvez aussi aller directement sur le site de la Bundesnetzagentur, donc de l'agence des réseaux allemandes. Vous pouvez trouver sur leur site directement toutes les antennes qui ont été enregistrées en Allemagne pour ce genre de choses. Donc écoutons à une réception de données. Donc c'était très court, ça n'avait pas tout à fait la même tonalité que l'autre. Et dans ce cas-là, c'est de la modulation de fréquence, pas comme pour l'émission de données de la modulation d'amplitude. Donc j'ai capturé quelques trames. Et comment décoder ces trames? Est-ce qu'il y a de l'encryption? Est-ce qu'il y a des codes de correction d'erreurs? Non, il y a juste du bruit. Je ne vais pas vous dire l'algorithme qui est utilisé pour brouiller les données, mais je vais vous dire que vous avez besoin du numéro de séquence et de l'identifiant de l'appareil. Donc ce n'est pas quelque chose qui est très sûr. Je peux vous dire par contre comment j'ai réussi à le trouver. Donc voici la trame. La trame est statique, donc c'est relativement simple. Les deux points intéressants, c'est donc la trame ECC qui est utilisée pour la correction d'erreurs, qui peut corriger jusqu'à 8 bits d'erreur, et vers la fin, le MAC, l'authentification du message. Ce sont les deux parties intéressantes. Donc, pour la partie réception de Sigfox, pareil, les algorithmes utilisés sont relativement connus. Il n'y a apparemment pas d'erreur de codage facile à trouver. Par contre, le brouillage, ce n'est pas de la confidentialité, donc éventuellement, c'est pas forcément quelque chose de très sûr. Si vous avez besoin de sécurité, il faudrait utiliser la Sigfox encryptée. Donc, mes recommandations pour les développeurs, ce serait d'utiliser Sigfox si vous en avez besoin, mais d'être vraiment de savoir les niveaux de sécurité que Sigfox propose. Si vous avez besoin de sécurité, il faudrait acheter un appareil, un modem qui supporte l'encryption, dont il n'y en a jusqu'à maintenant pas beaucoup. Donc ça limitera éventuellement le choix de modem que vous avez. Les autres possibilités seraient d'implémenter vous-même de l'encryption dans les données que vous envoyez ou que vous recevez, ou d'utiliser des trames un peu plus grandes sur lesquelles il y a des MAC plus grandes. Je remercie plusieurs personnes, en particulier Félix et Marc, qui m'ont aidé avec la partie technique et qui m'ont aussi aidé à relire le papier et la présentation, et Paul Pinault pour son travail préliminaire. Et je voudrais aussi remercier Alex Lehmann de Sigfox Allemagne, qui a coopéré gentiment, qui a répondu à toutes nos questions, et Linus Neumann, qui a organisé la communication avec Sigfox.
Donc, quand j'ai parlé à Monsieur Lehmann de Sigfox Germany, nous les avons informés qu'il y avait des points faibles, mais pas vraiment de failles. Et Sigfox m'a répondu que leur but long terme serait de faire un protocole open source. Donc, ça serait quelque chose de bien. Si vous voulez plus d'informations sur Sigfox et que vous ne voulez pas attendre jusqu'à ce que Sigfox propose leur librairie au download, vous pouvez aller sur mon site pour télécharger donc ma librairie Sigfox et les différents outils que j'ai utilisés pour cette analyse. Et bien sûr, en bas, l'identifiant de mon appareil Sigfox et la clé utilisée. Donc vous pouvez aussi m'envoyer une trame Sigfox. Merci. Thank you, Florian, for this amazing talk. Merci Florian pour cette présentation incroyable. Alors on a le temps pour quelques questions. Je crois qu'il y a beaucoup de micros partout dans la pièce. Merci de vous faire la queue au micro. Si vous voulez poser une question, et alors deux petites astuces pour ça. D'abord, une question, c'est généralement une phrase, hein, pas plus. Deuxièmement, si vous voulez qu'on vous entende, il faut parler dans le micro. Donc approchez-vous du micro. Ça ne vous mordra pas en retour. Alors, je crois qu'on a quelqu'un là au microphone dans le fond. Micro numéro. Je n'arrive pas à lire. De là. Okay, thanks. Number 8, you start. Alors 8, allez, commence 8. Tone? Yeah. So you said scrambling didn't provide any confidentiality. Donc, tu as dit que le brouillage n'apportait pas de sécurité. Pourquoi est-ce que c'est fait? À quoi ça sert? Donc, je suis pas entièrement sûr d'à quoi ça sert. C'est pas un algorithme très sûr, mais je crois que c'est peut-être pour la synchronisation entre les deux. Je suis pas entièrement sûr d'à quoi ça sert. Si c'est un algorithme plus standard, je pensais que c'était pour la synchronisation avec le récepteur, mais c'est pas le cas. Donc peut-être que c'est une forme de sécurité par l'obscurité, mais je suis pas sûr. Je peux pas vous dire. Okay, now we shift over there to the mic. Maintenant, on va aller sur un autre micro là-bas. Yes, Oui, exactly. à vous, The right exactement. shirt. This was the mic. Okay, then I want to go to 7. Sorry, the numbers are too far away. Ok, prenons le micro 7. Désolé, tout est un peu loin. J'ai essayé de la pièce tellement grande. Merci pour la présentation. Quelle est la raison pour laquelle tu ne peux pas publier l'algorithme de brouillage? Je pourrais, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Personne m'a forcé, en fait. C'est juste basé sur les conseils juridiques que j'ai reçus. Mais je vais publier des versions brouillées et non brouillées des réceptions de Sigfox, des trames Sigfox de réception que j'ai reçues. Donc je ne pourrais pas vous empêcher de faire le travail de votre côté. Alors maintenant, une question de l'Internet. Un des utilisateurs d'IRC demande si tu penses qu'il sera possible d'avoir une antenne Sigfox soi-même ou s'il faut que ce sera tous opéré par Sigfox. Absolument, je pense que ce sera possible. Il n'y a rien qui l'empêche en soi. Après, je pense que ça va être une question de voir comment ils vont ouvrir leur protocole. Mais de toute façon, il faudra avoir un autre réseau en parallèle par rapport à celui de Sigfox. On ne pourra pas utiliser les mêmes clés, mais on ne pourra pas avoir toutes les clés, tous les objets Sigfox. Mais du coup, c'est impossible donc dans le réseau Sigfox direct, mais on pourra en avoir un autre parallèle. Micro numéro 8. Merci pour la présentation. J'ai un étudiant qui étudie le LoRaWAN. Est-ce que vous avez utilisé aussi l'implémentation SER pour l'émission? Ou est-ce que vous avez trouvé un moyen de manipuler un des émetteurs de radio?
J'ai utilisé l'implémentation SDR pour écouter l'uplink, mais I think on number je n'ai 7 pas eu le there's reste de another la question. réponse, désolé. Can you tell us what the latency is like on this network? Est-ce que vous pouvez nous dire quelle latence typiquement on a sur ce genre de réseau? What the latency is like on those networks? La latence sur ces réseaux, c'est comme si il faut aller sur un site pour récupérer toute l'information que la station de base de Sigfox a reçue. Donc ça, j'ai pas testé cette partie-là. Mais j'ai pas testé ça parce qu'il pourrait y avoir aussi des appels d'API à Sigfox. Mais je pense que c'est une question de secondes, quelques secondes en fait. J'ai pas vraiment testé. Okay, now I have to Ok, alors, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que je dois demander quelqu'un sur le micro 8? Allez, à vous. So is Sigfox algorithms all things are running on the companies provided chips or Est-ce que les algorithmes Sigfox sont tous... Donc est-ce que c'est tout sur des puces Sigfox ou est-ce qu'il y a du logiciel qui serait possible de reverse engineer? Alors la partie logicielle qu'on peut reverse, c'est la librairie client, c'est déjà ce que j'ai publié. Après, il y a encore quelque chose qu'on pourrait faire au-delà de ça, mais je pense pas que vous allez obtenir une station de base Sigfox. Je pense pas qu'ils vous en donnent une. Okay. Yeah, we have time Alors, for one on more a encore le question. temps pour We take une one from question. the internet. Une dernière de l'internet. Okay. What are the advantages that you see of Sigfox versus LoRaWAN? Quels avantages vois-tu dans Sigfox par rapport à LoRaWAN? Je pense que Sigfox est encore plus basse consommation que LoRaWAN. Il y a quelques autres avantages, mais dans l'ensemble, je pense que c'est bien d'avoir deux fournisseurs qui sont en compétition dans cet espace-là de longue distance et de basse consommation. Je pense qu'il y a l'avantage d'avoir des gens qui sont en compétition, qui sont en concurrence. Celui-là, comme je vous l'ai dit, est un peu plus basse consommation et je pense qu'il monte un peu mieux à l'échelle. Après, de la perspective de quelqu'un qui essaye de déployer un réseau Sigfox, pardon, une flotte d'objets Sigfox, en fait, il y a juste besoin de s'inquiéter des objets et pas du réseau derrière. Ça, je pense que c'est un autre avantage. Lewis, time's up. Thank you very much. Temps écoulé, merci beaucoup. Another round Et for- encore for des applaudissements this amazing pour notre talk for Florian. présentation, de la présentation incroyable de